Bonjour à tous, ainsi donc il y aura une 9e liste aux élections régionales de décembre prochain. Elle aura une forte connotation centriste et pourtant elle n'est ni portée par l'UDI ni par le MoDem, mais par Éric Lafont, un ancien candidat du centre aux municipales lyonnaises en 2008 et en 2014. Éric Lafont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de cette liste 100% citoyen. Est-ce que je suis un peu abusif quand je parle d'une liste centriste ? Centriste, c'est une réduction de l'identité. C'est-à-dire que la démarche dans laquelle on s'est engagé, elle a rassemblé des gens qui viennent d'horizons différents. Alors effectivement, il y a des gens qui sont plutôt au centre, et j'aime à croire que ce qu'on porte comme message en termes de modernité et de modération intéressera les électeurs qui se retrouvent dans cette famille politique. Mais aujourd'hui, on rassemble des gens qui viennent d'horizons plus divers, et donc la démarche de la liste, elle est d'abord société civile, sans étiquette, je dirais moderne, plus que centriste. Sachant de toute façon que les étiquettes, vous pourriez pas vraiment en avoir, puisque l'UDI et le MoDem ont scellé un accord officiel avec la liste Les Républicains. C'est un peu symptomatique de l'époque. Vous êtes le plan B des centristes ? Je suis pas sûr que ceux dont vous parlez le voient comme ça. On est peut-être le plan B des électeurs centristes, mais surtout on est l'option alternative pour des électeurs qui manifestement se retrouvent de moins en moins dans un schéma tripartite où vous avez le PS, l'UMP et le FN qui trustent la vie politique et où on voit bien que manifestement il n'y a pas de solution, puisque ce qu'il faut toujours regarder, c'est que notre situation d'ensemble ne cesse de se dégrader. Toujours plus de chômeurs, toujours plus d'endettement public, une bureaucratie toujours plus complexe, les grands jouets de communication du gouvernement actuel, la boîte à outils, le choc de simplification, tout ça c'est de la communication au réel, au quotidien. Les gens voient bien que le quotidien est de plus en plus compliqué, qu'on ne facilite pas tout à fait les gens qui ont des idées neuves, l'envie de faire différemment, que le rapport entre l'usager et l'administration est devenu parfois très teinté de méfiance, et c'est ça qu'il faut changer. Donc pour changer tout ça, il faut proposer un renouvellement très fort des pratiques politiques, c'est ce qu'on met en avant, et puis il faut amener des idées nouvelles et la volonté de transformer la société française, à commencer par les politiques locales, les politiques régionales, et c'est notre propos aujourd'hui. On y viendra en deuxième partie de cet entretien, mais pour l'instant je vais revenir sur vos perspectives. Les différents sondages que Lyon Capital a publiés montrent que l'alliance entre Wauquiez, l'UDI et le MoDem ne convainc pas tous les électeurs centristes. Il y aura donc une place qu'on estime entre 4 et 8%. C'est globalement cet espace-là que Laurent Wauquiez vous ouvre, dans lequel vous voulez vous engouffrer. Vous lui dites finalement merci d'avoir fait alliance avec les centristes au premier tour. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un électorat historiquement de droite qui n'est pas tout à fait satisfait par la tournure que prend l'UMP. Il y a un électorat de gauche qui n'est pas tout à fait satisfait par la façon dont le PS raisonne dans sa lecture du monde. Il y a beaucoup de gens qui sont exaspérés par la politique, qui sont tentés par le vote extrême, tout en sachant que c'est vain, tout en sachant que le FN n'a pas de solution et nous amène à des contentieux encore plus importants au sein de la société française. Voilà, donc il y a un électorat extrêmement large potentiellement. La difficulté, c'est que ces électeurs se rendent compte qu'on est présent. On voit bien aujourd'hui combien, à longueur d'études d'opinion, de sondages, les gens ne sont pas satisfaits. Et en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont éviter le vote, qui vont s'abstenir parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est aussi à tout cela qu'on s'adresse. C'est de dire aujourd'hui, on ne peut pas abandonner la politique à 3 gros partis qui n'ont plus d'idées. Il faut que chacun prenne le temps de lire ce qui lui est proposé et fasse attention à des propositions comme la nôtre, qui veut changer les choses, transformer, moderniser. Donc le corps électoral auquel on s'adresse est très large. Est-ce qu'on va arriver à le toucher ? C'est toute la question de cette élection. Vous visez quoi ? 5%? Notre objectif, c'est de passer la barre des 10 pour avoir des élus qui soient indépendants. Il n'y a que cette façon-là, aujourd'hui, pour changer un peu la donne politique demain. Il y a une autre façon, c'est de faire 5 et de fusionner. De Non, faire 5% au premier tour, de fusionner. Vous ne vous allierez avec personne ? Non. Parce qu'en l'état, les mécanismes de fusion font que vous disparaissez dans la gestion des collectivités locales. On a moult exemples locaux, municipaux, etc. On est sur des modèles de gestion des collectivités locales qui sont hyper présidentiels. Vous avez un président de région ou un maire ou un président de communauté urbaine qui centralise tout avec un cabinet. Les élus sont là uniquement pour faire de la représentation et n'ont aucune capacité à agir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir agir demain. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est d'avoir des élus qui soient légitimés par le scrutin de premier tour et indépendants, donc avec plus de 10%, parce que c'est ça la règle aujourd'hui.
Vous êtes un ancien du Modem, vous avez d'ailleurs été exclu du Modem par ceux-là même qui auraient aimé faire une liste Modem indépendante, ce qui est finalement une belle ironie de l'histoire. Cette alliance avec Wauquiez, elle vous heurte ? Elle m'indiffère aujourd'hui parce que moi je suis rentré au Modem dans la perspective de bâtir une troisième offre politique. Une offre politique moderne, modérée, avec des idées, un projet de société 21e siècle. Ça c'est fini au Modem depuis longtemps. Donc ils ont fait le choix depuis quelques années de s'allier avec l'UMP, d'être espèce de PRG, l'équivalent du PRG au PS pour l'UMP. Voilà, donc cette alliance-là, elle est logique avec ce qui est devenu le Modem. On arrive à la mi-temps de cet entretien, on se retrouve tout de suite sur lyoncapital.fr pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir regardés, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle émission. De retour sur lyoncapital.fr, Wauquiez lui-même, c'est un homme que vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que les centristes en ont dit beaucoup de mal avant d'en dire beaucoup de bien. Ouais. Vous, son positionnement, est-ce qu'il vous heurte ? Est-ce qu'il vous choque ? Moi, je ne connais pas le personnage. Enfin, je le connais par vos écrits, par les écrits de vos confrères, par des reportages, etc. Voilà, je ne le connais pas, donc je n'ai pas d'opinion sur le bonhomme. J'entends ce qu'il déclare. Le plus souvent, je ne me retrouve pas dans la façon dont il lit la société française, qui pour moi est une lecture assez vieillotte, en fait, mais qui ressemble à la position de l'UMP, qui est une position très conservatrice aujourd'hui. Et c'est bien le drame de notre offre électorale. On a un conservatisme de droite assez traditionnel, on a un conservatisme du côté du PS qui est c'est l'État qui va tout faire, c'est l'État qui va tout réguler, c'est l'État qui va tout régler. Et on voit bien que le monde ne fonctionne plus comme ça. Enfin, le réel du monde, c'est pas ça. Tout le monde parle de horizontalité, d'économie collaborative. Ces paramètres-là, ils n'ont pas du tout été intégrés par ces partis politiques. Et d'ailleurs, ces partis politiques ne représentent plus grand monde. Il y a en France moins de 400 000 militants dans les partis politiques. C'est un pouillème de la société française. C'est pas possible que ce soit que ces partis qui fassent la vie démocratique. Donc il faut faire émerger autre chose. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors il y a une vraie lutte entre tous les partis pour dire moi je suis citoyen, moi j'ai de la société civile. On a l'impression que les candidats eux-mêmes savent qu'un parti est devenu plus un frein finalement parce que tous les candidats, c'est transversal, se revendiquent de la société civile. Vous vous appelez 100% citoyen, oui. C'est aussi que vous avez intégré que le parti politique a un handicap. La différence aujourd'hui, elle est entre les personnes qui vivent professionnellement de la politique et les autres. Bon, vous, c'est que vous n'en avez pas l'opportunité. Vous aussi, auriez bien voulu être élu. Ah mais incontestablement, mais c'est aussi une question de choix. C'est-à-dire qu'il y a diverses trajectoires pour être élu. Celle qu'on a choisie, c'est d'aller devant les électeurs au premier tour et d'être élu uniquement si les électeurs nous en donnent les moyens. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de la politique aujourd'hui qui ne se sont jamais présentées à une seule élection au premier tour. Et c'est ça la différence en fait aujourd'hui, entre du personnel politique qui est professionnel, qui est sur une logique de rente, dans un parti, etc. Et puis ceux qui sont société civile. C'est-à-dire que ceux qui sont société civile, ils ne sont pas contre le modèle démocratique, bien au contraire, mais ils pensent que ce modèle démocratique il doit être plus transparent, plus exemplaire, que quand on est élu, on est là pour servir la collectivité. Et trop souvent, aujourd'hui, le personnel politique laisse à penser que sa préoccupation première, c'est de se faire réélire, c'est de garder son mandat, les revenus qui vont avec, les avantages qui vont avec. Et on voit bien combien ça alimente des partis extrémistes, anti-parlementaires, etc. Donc aujourd'hui, il faut que le personnel politique prenne conscience de ça et se montre exemplaire dans sa pratique. Ça fait partie des choses que nous, on propose sur le comportement au quotidien en tant qu'élu. Ça veut dire accepter d'être aussi contrôlé, audité par d'autres, par des ONG, par des associations, et être transparent dans la façon de faire. Et ça, il y a une métamorphose culturelle, mais qui est aussi celle de la société. Je trouve que le personnel politique est souvent sur des vieux schémas, des schémas de représentation qui sont très 20e siècle. Aujourd'hui, les électeurs attendent autre chose, parce qu'on est dans une période difficile, il faut être exemplaire, montrer l'exemple, avancer des idées, faire des propositions différentes, se remettre en question. Les partis politiques ne se remettent pas en question. Donc c'est pour ça que tout le monde a peut-être peur de se dire je suis dans un parti, parce que tout le monde voit bien que les partis politiques ne se remettent pas en question. On va maintenant entrer dans le vif de ces régionales et sortir de la politique générale. Jusqu'à présent, vous étiez surtout intéressé à la ville de Lyon. Là, vous candidatez au régional. Jean-Jacques Queyran dirige la région depuis 10 ans.
Vous faites quel bilan de son action? Le passé n'est pas très intéressant. Parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est quelles solutions on apporte au constat qu'on fait. Dans les propositions... Le constat que vous faites, c'est le bilan. Pas seulement, parce que Jean-Jacques Ayrault n'est pas maître de tout et que la politique se dessine encore beaucoup à l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de principes, de règles qui sont définis et la région agit en fonction de ces règles. On essaye, nous, de faire des propositions pour faire avancer un certain nombre de sujets. Je vais prendre un exemple qui est au cœur de ce que je dis là, entre le croisement national et local. On constate que dans les lycées, aujourd'hui, on a 73% d'une classe d'âge qui a le bac. Voilà, ça, éducation nationale. Sur ces 73% qui ont le bac, il n'y a que 44% qui auront un diplôme de l'enseignement supérieur. Là, on a un gâchis collectif phénoménal. Que peut faire la région là-dessus? La région, pour vous, il n'y a pas de vie sans diplôme de l'enseignement supérieur? C'est incontestable aujourd'hui que pour trouver du travail, avoir une qualification, c'est un sésame. Les personnes qui sortent de l'école trop tôt sont durablement en difficulté. Celles qui sortent de l'école avec seulement le bac sont durablement en difficulté. Le monde économique demande de plus en plus des qualifications, des compétences. Alors peut-être qu'il y a un débat de fond sur la place du diplôme en France. Parce qu'on parle tout autant de ces gens surdiplômés qui ne trouvent pas de travail. Statistiquement, c'est un pouillème. Voilà, le pourcentage de ceux qui ne sont pas qualifiés et qui n'ont pas de travail, il est colossal. Si la population jeune a autant de difficultés aujourd'hui, c'est qu'en grande partie, elle n'a pas de qualification. Et ceux dont je parle là, qui vont sortir avec le bac et rien derrière, qui vont passer un petit moment dans l'enseignement supérieur et qui en sortiront sans rien. Cela, individuellement, c'est très dur, et collectivement, je pense que c'est une catastrophe. Que peut faire la région par rapport à ça? La région, elle est propriétaire des lycées. Le bâtiment, il lui appartient. Aujourd'hui, le lycée, il est ouvert 144 jours par an. Donc on va optimiser ce patrimoine public, ce bâtiment qui nous appartient collectivement, en faisant en sorte de l'ouvrir le reste de l'année et de faire venir dans les lycées d'autres activités. Alors des activités qui sont propres à la région, par exemple la formation continue, mais aussi des activités qui ont lieu de faire connaître aux lycéens le monde extérieur, le monde économique, les ONG, environnementales, éducatives, culturelles, etc., pour diversifier l'horizon des lycéens et leur donner le temps, pendant les 3 ans qu'ils sont au lycée, de mieux faire leur choix d'orientation, d'études et de métiers demain. On a besoin aujourd'hui d'ouvrir les horizons de ces jeunes parce qu'ils sont perdus et ils ne savent pas où aller aujourd'hui. Et s'il y a autant d'échecs derrière, c'est que c'est un problème d'orientation en grande partie. Ensuite, on leur donnera aussi l'opportunité de participer directement. Si on crée dans les lycées des espaces de Fab Lab, de coworking, etc., on permettra à des lycéens de travailler là-dessus. On parle du codage numérique, on parle d'imprimante 3D, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'il se passe quelque chose quelque part, on ne sait pas trop où? Les lycées, c'est un super endroit pour faire ça, pour mêler une population créative, entrepreneur, des jeunes. Et ça, je trouve qu'on va donner des opportunités nouvelles. Je suis convaincu aussi qu'on va donner l'opportunité à des proviseurs et des équipes enseignantes qui en ont envie aujourd'hui de travailler différemment avec les lycéens. Il y a des expériences qui ont déjà été tentées, je pense au lycée Marcel Samba ici, où ça a été ouvert sur le temps des vacances, et le niveau des enfants a considérablement augmenté. Ils ont mieux réussi au bac. Voilà, il faut transformer notre système aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Les méthodes pédagogiques, les programmes, c'est l'État. Il y a des sujets sur lesquels on peut intervenir. La région a des outils, il faut qu'elle s'en serve et qu'elle optimise les outils qui sont à sa disposition. C'est très symbolique de ce qu'on veut faire, ça. La région, elle peut agir sur ces sujets-là. On arrive à la fin de cet entretien, mais il y a une question que je voulais aborder avec vous. C'est dans votre volet de transport. Oui. Vous avez cette proposition délirante, le vieux serpent de mer qui ressort quasiment à chaque élection. Le train dans un tunnel sous vide d'air qui irait à 300, 500 km/h. Bon, c'est assez flou dans ce que vous dites, mais cette liaison ultra rapide, vous aimeriez l'instaurer entre où et où? Parce que vous dites qu'il faut relier toutes les grandes villes de la région. Ça veut dire que partout vous allez creuser des galeries, les galeries Lafont entre Clermont et Grenoble, voire Annecy? Si vous avez regardé en ligne les informations sur le sujet, ce ne sont pas des galeries, ce sont des tubes en extérieur. On a besoin de quoi aujourd'hui dans la région, dans une région qui est très vaste, qui est plus grande que bien des pays européens? On a besoin de connecter le territoire, faire en sorte que les gens qui sont à Clermont-Ferrand, ils puissent facilement aller à Grenoble,
par exemple. Aujourd'hui, en voiture, c'est 4h30, 5h, en train, à peu près pareil. On ne peut pas donner du sens au territoire si on n'a pas un outil pour que les gens se déplacent facilement entre ces grandes villes qui sont les poumons des territoires. Cette technologie qui s'appelle l'Hyperloop, qui est lancée par Elon Musk, le fondateur de Tesla, de SpaceX, etc., qui aujourd'hui est en mode collaboratif. C'est-à-dire que vous avez 400 ingénieurs dans le monde qui travaillent quasiment gratuitement à l'émergence de ça. Elle n'est pas lunatique parce que la première piste pilote est montée en mars 2016 au Texas. Le CEA travaille déjà dessus. On a en région les outils industriels, scientifiques, pour être précurseurs en Europe de ce type d'outils de déplacement. Il faut absolument qu'on passe à autre chose. Le train, c'était un super outil du 19e siècle, qu'on a optimisé, qu'on peut peut-être optimiser encore un peu mieux en termes de ponctualité, d'efficacité, mais il faut qu'on ait des outils 21e siècle. Celui-là en est un. On parle aussi des transformations qui vont être colossales par rapport à la voiture. La voiture de demain, elle est autonome, non polluante, ça va bouleverser notre approche du sujet. Et sur les territoires aujourd'hui plutôt gentil, ruraux... mais la région, elle peut faire quoi? Vous allez offrir une voiture électrique à tout le monde? Non, en revanche, si vous n'avez pas de borne électrique avec votre voiture, quand vous habitez Aurillac, si vous devez vous déplacer, c'est sympa s'il n'y a pas de borne électrique. Donc la région, en tant qu'organe de régulation des transports sur son territoire, elle doit faire en sorte qu'il y ait un réseau de bornes électriques. Donc l'organiser, ça veut dire qu'elle le paye, mais elle l'organise. Ensuite, vous avez un enjeu très fort sur le partage de véhicules. Demain, ni vous ni moi ne seront propriétaires de nos voitures. On utilisera des voitures en partage avec d'autres. Alors, il y a des acteurs privés qui sont lancés sur le marché. L'acteur public a un rôle d'organisation et de facilitation pour ça. Ça, c'est deux grands modèles de transport qui vont complètement être bouleversés demain. Et il faut que la région anticipe ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Eric Lafond d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission de l'Autre Direct. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.